Mon histoire commence un dimanche de fête des mères, le tout premier après l'enterrement de mon mari. Je me souviens de mes fils. Mes 3 fils, mes propres enfants, sont venus me voir et m'ont dit « Maman, nous avons un cadeau très spécial pour toi. » Exactement comme papa l'aimait. À cet instant précis, mes chers amis, j'ai compris. J'ai compris que l'enfer que j'avais enduré pendant 30 ans n'avait pas pris fin avec la mort de mon mari. Non, il allait se poursuivre, de façon encore plus cruelle, à travers les monstres que j'avais moi-même mis au monde. Voici l'histoire vraie de la transmission de la violence, de ces chaînes invisibles qui passent de père en fils. C'est l'histoire d'une mère qui a dû détruire sa propre famille pour pouvoir la sauver. Si vous m'écoutez d'où que vous soyez dans le monde, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires votre âge et d'où vous écoutez et n'oubliez pas de vous abonner. Car certaines vérités, aussi dures soient-elles, doivent être dites même si elles ébranlent toutes vos convictions. Il y a des histoires, même les plus douloureuses, qu'il est nécessaire de raconter. Mais avant d'arriver à ce jour funeste, je dois faire un petit retour en arrière pour que vous compreniez comment Jen suis arrivée là. Je suis née en 1953, dans une petite maison toute simple, une cabane en bois avec un toit en tôle qui faisait un vacarme infernal dès qu'il pleuvait fort. Mon père, que nous appelions Henri, travaillait dans une ferme. Il passait ses journées dans les champs de coton et revenait toujours avec les mains pleines de callosité. Mais il me ramenait toujours un petit morceau de calisson qu'il achetait à l'épicerie de Monsieur Millet. Ma mère, Claire, s'occupait de moi et de mes 3 frères, Robert, l'aîné, David, le cadet, et moi, Alice, l'unique fille, jusqu'à la naissance de mon petit frère, Samuel, quand j'avais 8 ans. Notre maison, à la lisière de la petite commune de Chêneville, était au bord d'un chemin de terre. Elle n'avait que 2 chambres, une pour mes parents et l'autre où nous dormions, mes frères et moi, sur 2 paillasses posées à même le sol. Dans la cuisine, il y avait un vieux poêle à bois que maman allumait très tôt, alors qu'il faisait encore nuit noire, pour préparer le café. La salle de bain était une petite remise à l'extérieur. Nous nous lavions avec une tasse et l'eau chauffée dans la bouilloire. Les nuits d'hiver, qui étaient très froides dans le nord de la France où nous vivions, maman chauffait des briques dans la braise, les enveloppait dans un linge et nous les mettions à nos pieds pour dormir. Nous nous réveillions au chant du coq. Mes frères partaient aider aux travaux de la ferme, tandis que je restais avec maman, apprenant à faire le pain, le savon et à m'occuper du potager. Elle me disait toujours « Alice, une femme doit savoir faire un peu de tout, car la vie ne fait pas de cadeaux. » Et elle n'en faisait vraiment pas. Pendant que les filles des familles aisées du village allaient à l'école avec de jolis tabliers, moi, je n'ai pu y aller que jusqu'à la 3e année de primaire. Après, c'était le travail à la maison, du lever au coucher du soleil. Les dimanches après-midi, après la messe à la petite église Saint-Joseph, nous jouions dans la cour. J'adorais jouer à nous, n'irons plus au bois avec les filles du voisinage, Émilie, Anna et Sophie. Nous chantions au clair de la lune jusqu'à ce que le soleil disparaisse. Mon frère David était le meilleur joueur de pétanque et gagnait toujours contre les autres garçons. Quant à Robert, il préférait poser des pièges pour attraper les petits oiseaux, ce qui me déchirait le cœur, car j'adorais ces petites créatures. C'est à cette époque, je devais avoir environ 9 ans, que j'ai commencé à remarquer que les choses fonctionnaient différemment pour les hommes et les femmes dans notre famille. Lorsqu'il y avait une fête au village ou une foire communautaire, papa et mes frères pouvaient rester tard, boire et raconter des histoires. Maman et moi devions rentrer tôt pour tout préparer pour le lendemain. Une femme qui traîne dans la rue après 20 heures, elle ne vaut rien, disait mon père avec ce regard qui n'acceptait aucune contestation. Je me souviens d'une fois où j'avais oublié de bien laver la chemise du dimanche de mon père. Il est rentré, a vu la tache jaunâtre sur le col blanc et a levé la main pour me frapper. Maman s'est interposée, recevant la gifle à ma place. Plus tard, en secret, elle m'a appris à utiliser le bleuissage dans l'eau de rinçage pour que les blancs soient plus blancs. Voici comment il faut faire, ma fille. Les hommes n'aiment pas le linge mal lavé, m'expliqua-t-elle, le visage encore rougi par la claque. Mes chers amis, cela semble étrange, n'est-ce pas? Je comprends aujourd'hui que ma mère ne m'apprenait pas à être une esclave. Elle m'enseignait comment survivre dans le seul monde qu'elle connaissait. C'était une leçon douloureuse et malheureusement très efficace. À l'école, l'institutrice,
Madame Dubois était stricte, mais juste. Elle m'a surprise en train de dessiner au lieu de faire mes tables de multiplication, et au lieu de me punir, elle m'a donné un petit carnet à croquis. « Ma petite, tu as du talent, c'est dommage que tu vas le gâcher. » Je n'avais pas compris ce qu'elle voulait dire à l'époque, mais aujourd'hui je le sais très bien. Elle voyait mon avenir avant même que je puisse l'imaginer. Me marier jeune, avoir des enfants, travailler la terre et répéter la vie de ma mère. À 12 ans, j'ai eu mes premières règles. Ma maman expliquait les choses de femme à voix basse, comme s'il s'agissait d'un secret honteux. Elle m'a appris à utiliser des morceaux de tissu qu'elle cousait elle-même et à les laver en secret. Pourquoi? Parce qu'un homme ne doit pas voir ses choses privées. À partir de là, mes frères ont commencé à me regarder différemment. Je ne pouvais plus aller me baigner dans le ruisseau avec eux, ni m'asseoir les jambes écartées, ni parler aux garçons après la messe. C'est à peu près à la même époque qu'une grande entreprise de construction est arrivée à Chenneville et a commencé à embaucher les hommes de la région. Mon père a quitté les champs et est allé travailler sur le chantier. Il gagnait un peu plus, mais il revenait à la maison plus stressé, se plaignant du patron, du travail difficile, du chef de chantier qui était toujours sur son dos. Et quand il était stressé, il valait mieux pour tout le monde se taire, car la moindre petite chose était un prétexte pour qu'il explose. Maman disait toujours « Alice, quand ton père rentre, aie une bassine d'eau chaude prête pour ses pieds et un verre de pastis servi. Un homme fatigué se met en colère facilement et une femme intelligente sait comment l'apaiser. » J'obéissais, pensant que c'était ainsi que les choses devaient être. J'ignorais que j'apprenais des leçons qui allaient un jour me coûter très cher. Ainsi s'est déroulée mon enfance à Chenneville. Entre le travail à la ferme, quelques jeux, la messe du dimanche et les enseignements de ma mère sur la façon d'être une bonne épouse, je rêvais d'avoir une vie meilleure. Être dans la grande ville, loin de cette misère, je ne savais pas que ces rêves allaient me mener tout droit dans le piège que le destin me tendait. Quand j'ai eu 13 ans, en 1966, papa a décidé qu'il était temps de tenter notre chance dans une ville plus grande. Le chantier où il travaillait avait fermé subitement, laissant de nombreuses familles de Chenneville sans gagne-pain. Un cousin éloigné lui a parlé d'opportunités à Clermont-Ferrand, une autre ville bien plus grande où il construisait beaucoup de bâtiments et avait besoin d'hommes robustes. Nous avons emballé nos maigres biens dans 2 caisses en bois et sommes partis pour un voyage qui a duré presque une journée entière, entassés dans un camion de transport, assis sur nos meubles. Notre nouvelle maison à Clermont-Ferrand était un peu mieux que la précédente. Elle avait l'électricité, quelque chose que nous connaissions à peine à Chenneville. C'était une maison étroite à 2 étages dans une petite ruelle, mais au moins nous avions une salle de bain à l'intérieur, ce que maman considérait comme un vrai luxe. Le sol était en ciment poli, froid les matins d'hiver, et les murs avaient des taches d'humidité qui formaient d'étranges motifs qui me donnaient des cauchemars. Papa a trouvé un emploi dans une entreprise de construction en tant qu'aide-maçon. Robert, mon frère aîné, déjà âgé de 10 à 7 ans, est également allé travailler sur les chantiers. David a trouvé un emploi pour livrer le pain d'une boulangerie et j'ai commencé à aider maman à faire la lessive pour d'autres personnes. Nous nous levions à 5 heures du matin pour aller chercher les paquets de linge sale des familles aisées du centre-ville et passions la journée à frotter, blanchir et repasser. C'est à cette époque que Jay rencontrait Walter Thomas. Il était chef de chantier dans l'entreprise où travaillait mon père. À 28 ans, il était considéré comme un homme de position et de respect dans la ville. Grand, brun, avec une moustache bien taillée et des yeux sombres qui semblaient voir à travers vous. Il venait toujours chercher papa pour le travail dans une Jeep vert olive qu'il avait achetée à l'armée. Et chaque fois qu'il me voyait étendre le linge dans la cour, il ralentissait et me regardait. Un dimanche, après la messe, il s'est présenté chez nous avec un cadeau pour mon père, une bouteille de cognac de bonne qualité. Ils se sont assis dans le salon pour parler, tandis que maman me demandait de servir le café et les madeleines. Je me souviens de la façon dont Walter me regardait, suivant chacun de mes mouvements dans la pièce. Après quelques visites de ce genre, il a fini par parler à mon père. « Monsieur Martin, j'ai l'œil sur votre fille. Je voudrais demander sa main pour la fréquenter. »
Papa, déjà un peu éméché par le cognac, a lâché un rire et a répondu « Mais Alice est encore une enfant, mon ami. Elle n'a même pas 14 ans. » Walter n'a pas bronché. Il m'a regardé avec ses yeux qui me faisaient trembler et a dit une phrase dont je ne comprendrai la véritable signification que des années plus tard. « Les filles de la campagne mûrissent tôt, monsieur Martin, et je préfère les élever à ma manière. » Ces mots sont restés suspendus dans l'air, n'est-ce pas? Une déclaration d'intention glaçante, moins une demande en mariage qu'une déclaration de propriété. Pour la jeune Alice que j'étais, c'était le moment où mon avenir était décidé pour moi. Et on se demande si quelqu'un a vraiment compris le danger dans lequel j'étais. Cette nuit-là, j'ai entendu mes parents se disputer dans leur chambre. Maman pensait que j'étais trop jeune, que je devrais au moins terminer l'école primaire avant de penser au mariage. Mais papa a insisté, disant que c'était une opportunité unique. Un homme établi, avec un bon emploi, sa propre maison, sans vice, à part une cigarette de temps en temps. C'est une prise bien au-dessus de ce qu'Alice pourrait jamais espérer. Si nous ne la saisissons pas, elle finira bonne à tout faire, ou pire. On dirait que mon père a vendu sa propre fille, n'est-ce pas? Mais dans son esprit, prisonnier de cette misère, c'était la seule façon pour moi d'échapper à une vie de domestique. Il a choisi une cage dorée pour moi, sans jamais savoir que cette cage était bien pire que la pauvreté que nous avions laissée derrière nous. 2 semaines plus tard, j'étais officiellement fiancée à Walter Thomas. Je n'ai eu aucun choix, aucune voix dans cette décision. On m'a donné une mince bague en or, si grande qu'elle glissait de mon doigt. Et on m'a donné pour instruction de l'appeler monsieur en public. La fréquentation était surveillée, toujours dans le salon avec mes parents à proximité. Walter apportait des cadeaux, pas seulement pour moi, mais pour toute la famille. Une nouvelle radio, du tissu pour que maman me fasse des robes, même un vélo pour Samuel, mon plus jeune frère. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me parlait quand personne ne faisait attention. « Quand nous serons mariés, je vais t'apprendre à être une vraie femme, me chuchotait-il, me serrant le poignet assez fort pour y laisser des marques. Pas de bavardage avec les voisines, ni de flânerie dans la rue, une épouse à moi a de la tenue. Je me souviens d'une fois où nous étions assis sur le perron, et mon cousin Étienne est venu nous rendre visite. Il avait mon âge, et nous avions grandi ensemble à Chêneville. Quand Walter nous a vu rire à une blague idiote, son visage s'est transformé. Il n'a rien dit sur le moment, mais quand Étienne est parti, il m'a serré le bras si fort que j'ai eu 5 bleus violets de ses doigts. « Je ne veux plus jamais te voir rire comme ça avec un autre homme. Tu as compris ?» Jay hochait la tête, ravalant mes larmes. Quand Jane est parlé à ma mère, elle a juste soupiré et m'a dit « Les hommes sont jaloux, ma fille. C'est parce qu'ils t'aiment bien. Mais fais attention à ne pas le provoquer. » Et c'est ainsi que la seule personne qui aurait dû être ma protectrice m'a plutôt remis un manuel de survie dans une prison que je ne comprenais pas encore. Ce conseil douloureux allait résonner dans la vie d'Alice pendant des décennies. Voyons comment ces leçons se sont manifestées la nuit de mon mariage. Le mariage était fixé au lendemain de mon 15e anniversaire. Je n'ai pas eu la fête que j'avais rêvée, juste un simple gâteau après la cérémonie à l'église. Ma robe avait été cousue par ma mère dans un simple tissu blanc, sans les broderies et la dentelle que je voyais dans les magazines. Walter ne voulait pas d'extravagance. Il disait que l'important était d'économiser pour notre avenir. La veille du mariage, ma mère est venue me donner des conseils. Elle s'est assise sur le bord du lit où je dormais avec mes frères et, à voix basse, elle m'a dit « Alice, demain tu seras une femme mariée. » Ce qui se passe entre un mari et sa femme au lit est le devoir de l'épouse. Parfois ça fait mal, parfois c'est inconfortable, mais tu dois endurer en silence. Ne dis jamais non à ton mari. Un homme qui est rejeté par sa femme ira chercher ailleurs et ferme les yeux s'il est un peu brusque. Les hommes ne peuvent pas contrôler leur nature. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'elle voulait dire. Au cours de catéchisme, le curé parlait du sacrement du mariage comme d'une union sacrée bénie par Dieu. Il n'a jamais mentionné la douleur ou la souffrance. Dans mon esprit de jeune fille, j'imaginais encore le mariage, comme dans les feuilletons. Un homme beau et doux, une maison bien rangée, peut être de gentils enfants jouant dans la cour. La réalité a été très différente. Notre lune de miel s'est déroulée dans la chambre de la maison de Walter, où j'ai emménagé avec ma seule valise de vêtements.
La première nuit fut un cauchemar que je n'ose pas décrire en détail, mais je me suis réveillée le lendemain avec le sentiment que mon corps ne m'appartenait plus. Jay pleurait en secret dans la salle de bain pendant que Walter préparait le café, sifflotant comme si de rien n'était. La petite Alice naïve, qui rêvait d'un mariage comme au cinéma, est morte cette nuit-là. Mes chers amis, la personne qui est sortie de cette salle de bain le lendemain matin était quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui apprenait à cacher ses larmes et à se briser en silence. C'est un tournant déchirant, n'est-ce pas? Le moment où l'esprit d'une jeune fille est brisé et remplacé par le silence d'une survivante. Ce n'était que la première nuit d'une vie entière de règles et de corrections, le début d'une vie vécue à l'intérieur d'une cage. À partir d'aujourd'hui, tu ne porteras plus de pantalon, annonça Théil pendant que nous mangions. Seulement des robes en dessous du genou, et ses cheveux doivent être coupés plus courts. Je ne veux pas que ma femme ressemble à une star de cinéma. Ce n'était que le début d'une liste de règles interminables. Je pouvais pas mettre de rouge à lèvres, je pouvais pas écouter de musique forte, je pouvais pas bavarder avec les voisines à la fenêtre, je pouvais pas sortir seule, même pour faire les courses. Mon monde, qui était déjà petit, s'est rétréci jusqu'à tenir uniquement à l'intérieur de cette maison. Mes parents et mes frères venaient nous rendre visite le dimanche. Maman me regardait avec un mélange d'inquiétude et de résignation, mais elle ne demandait jamais comment j'allais vraiment. Je crois qu'elle craignait la réponse. Papa et Walter buvaient et parlaient de rugby et de politique comme si tout était normal. Personne ne remarquait, ou prétendait ne pas remarquer, lorsque j'apparaissais avec un bandage de fortune sur le bras ou avec un maquillage plus épais pour cacher une marque sur le visage. « Elle est tombée dans les escaliers », expliquait Walter en riant. « Ma femme est très maladroite. À 16 ans, je suis tombée enceinte de mon premier enfant. La grossesse n'a pas amélioré ma situation. Au contraire, Walter est devenu encore plus contrôlant, m'accusant d'utiliser mon ventre comme excuse pour ne pas accomplir mes devoirs conjugaux. Lorsque le médecin m'a recommandé le repos au lit au cours du dernier trimestre à cause de saignements, il m'a traitée de paresseuse et inutile comme ta mère. Jacques est né en 1970, un garçon fort qui a rapidement montré qu'il avait le tempérament de son père. 1 an et demi plus tard est venu Michel, et en 1975, complétant notre famille, Daniel est né. 3 fils, la fierté de Walter, qui tenait à montrer à tout le monde à quel point ses héritiers étaient forts et courageux. « J'élève de vrais hommes, pas des mauviettes », disait-il lorsqu'il enseignait aux garçons, encore petits, à donner des coups de poing en l'air. Une femme a besoin d'une bonne claque de temps en temps pour qu'elle ne prenne pas trop d'assurance. Et les garçons riaient, trouvant cela amusant, sans comprendre l'horreur derrière ces mots, ou peu, être en la comprenant bien trop. Les années ont passé et mes fils ont grandi à l'image et à la ressemblance de leur père. Walter mettait un point d'honneur à éduquer les garçons pour qu'ils soient des hommes. Comme il le disait, cela signifiait leur enseigner que pleurer était pour les filles, que les sentiments étaient une faiblesse et que les femmes avaient besoin d'être domptées. Combien de fois l'ai-je entendu dire à table « Regardez comme votre mère obéit bien ». C'est comme ça que vous devez faire avec vos femmes quand vous serez grand. Quand Jacques avait 8 ans, Walter a commencé à l'encourager à me corriger quand je faisais quelque chose de mal. « Vas-y, fiston, montre à ta mère qui est le chef. Donne-lui une petite tape pour avoir renversé du café sur la nappe. » Et mon garçon, désirant l'approbation de son père, me donnait une petite claque sur le bras, tandis que Walter riait de fierté. C'est un moment profondément dérangeant. On voit le poison de la violence s'infiltrer dans la génération suivante, transformant le besoin d'amour paternel d'un enfant en un acte de cruauté. Cette terrible leçon aurait des conséquences qui hanteraient Alice pour le reste de sa vie. Le pire était de voir les yeux de mes autres fils, Michel et Daniel, briller d'admiration pour leur grand frère. Notre maison à Clermont-Ferrand était devenue une école de la violence, où Walter était le professeur et mes fils des élèves diligents. Le téléviseur qu'il a acheté en 1980, un luxe que peu de gens du quartier possédaient, ne pouvait être allumé que pour le journal et le sport. Ces feuilletons n'enseignent que l'impudeur aux femmes, disait-il. Même quand il voyageait pour le travail, les garçons suivaient les règles à la lettre. « Papa a dit que tu ne peux pas regarder la télévision, maman. » À la maison, j'étais moins qu'une bonne.
Au moins les domestiques reçoivent un salaire et peuvent partir à la fin de la journée. Je cuisinais, lavais, repassais, nettoyais, entretenais le jardin, cousais les vêtements des garçons et devais toujours être impeccablement apprêté quand Walter rentrait du travail. Un seul cheveu égaré, un bouton mal cousu sur sa chemise, une tache sur sa tasse de café. N'importe quoi était une raison pour ce qu'il appelait une correction. Les gens du voisinage faisaient semblant de ne pas voir, de ne pas entendre. Quand j'apparaissais à la messe du dimanche avec un œil au beurre noir, les femmes détournaient le regard. Les hommes saluaient Walter avec respect. Après tout, il était ingénieur dans l'entreprise de construction, un poste qu'il avait gagné en étudiant la nuit. C'était une réussite, une belle maison, une famille respectée. Une fois, en 1983, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé au poste de police quand Walter m'a cassé le bras lors d'une dispute à propos de la mauvaise note de Daniel à l'école. Les garçons ont tout vu. Jacques avait 13 ans, Michel 11 et le petit Daniel seulement 8. Le gendarme Miller était un bon ami de Walter, le parrain de mon fils Michel. Il m'a regardé avec un mélange d'irritation et de dédain. « Madame Martin, les problèmes entre mari et femme se règlent à la maison. Que voulez-vous? Détruire votre famille, laisser vos enfants sans père? Rentrez chez vous et soyez une meilleure épouse, et ces choses n'arriveront pas. Sentez-vous le poids de cette porte qui se claque? Quand la loi elle-même prend le parti de l'agresseur, vers qui une personne est-elle censée se tourner? À ce moment, Alice était vraiment complètement seule, piégée entre les quatre murs de sa maison sans aucun espoir d'évasion. Vous voyez, mes chers amis, même la dernière porte, celle de la justice, cesse de claquer au nez. À cet instant, j'ai compris que j'étais complètement seule. La douleur d'une femme au sein de ses propres quatre murs ne signifiait rien pour eux. Je suis rentrée à la maison, dévastée, mon bras palpitant dans le plâtre de fortune. Walter m'attendait dans le salon, une ceinture enroulée autour de sa main. Je n'ai pas besoin de vous raconter ce qui s'est passé ensuite. Ce qui a fait le plus mal, cependant, a été de voir mes fils regarder, apprendre que c'était ainsi qu'on traitait une femme rebelle. En 1987, Walter a reçu une offre pour travailler pour une plus grande entreprise de construction à Toulouse. C'était un poste important, avec un meilleur salaire et une maison fournie par l'entreprise. Nous avons tout emballé et avons déménagé. Jacques, déjà âgé de 10 à 7 ans, était furieux de laisser ses amis, son école, sa petite amie. Il m'a reproché le déménagement, comme si j'avais un quelconque pouvoir de décision. « Pourquoi n'as-tu pas convaincu papa de rester? Tout ce que tu sais faire, c'est de dire oui à tout ce qu'il veut. » Notre maison à Toulouse était plus grande, dans un quartier de classe moyenne, avec un jardin devant et un autre derrière. Les voisins étaient plus distants, chacun vivant sa propre vie. Cela signifiait moins d'yeux indiscrets, moins de questions sur les bleus, moins de témoins. À Toulouse, Walter portait une cravate et occupait un poste de direction. Il avait des apparences à maintenir, donc la violence a changé. Elle est devenue plus calculée, moins impulsive, mais non moins dévastatrice. Les garçons se sont inscrits dans de bonnes écoles. Walter insistait pour qu'ils étudient, qu'ils deviennent quelqu'un dans la vie, pas un vaurien comme leur grand-père. Jacques a choisi d'étudier l'ingénierie comme son père. Michel a décidé de faire de l'administration des affaires. Daniel, toujours plus silencieux, a fini par faire de la comptabilité. Ils étudiaient et travaillaient tous. Walter ne tolérait pas la paresse. Jay essayait de trouver un emploi dans un magasin de vêtements près de la maison. Pendant un bref moment, j'ai rêvé d'une petite indépendance, d'avoir mon propre argent, être de l'économiser en secret pour un jour. Je ne sais même pas pourquoi. Être juste pour sentir que j'avais des choix. Walter l'a découvert lorsqu'il a vu le formulaire de candidature que j'avais rempli en secret. « Tu es folle? Une femme à moi ne travaille pas. Que vont penser les gens? Que je ne peux pas subvenir aux besoins de ma famille? Que ma femme doit s'abaisser à travailler derrière un comptoir? » Il a déchiré le papier en petits morceaux devant moi et me les a jetés au visage. Ce soir-là, nous avons dîné en silence. La tension était si épaisse qu'il était difficile de respirer. Après que les garçons soient allés se coucher, il m'a appris à ne jamais plus essayer d'être l'égal d'un homme. Les années 92 sont arrivées
et avec elle quelques changements dans le monde. À la télévision, on a commencé à parler des droits des femmes, de la violence domestique. Il y avait des reportages, des numéros de téléphone pour les lignes d'assistance, mais dans notre maison, le temps semblait s'être arrêté. Mes fils étaient des adultes maintenant, mais ils vivaient toujours sous le même toit. Ils suivaient toujours les règles de Walter, me traitaient toujours de la même manière qu'il me traitait. Une nouvelle voisine, Patricia, a emménagé à côté en 1995. C'était une professeure d'université divorcée avec des idées modernes. Elle a essayé de se rapprocher de moi, m'a invité à prendre un café, a remarqué quand j'apparaissais avec des bleus. Une fois, elle m'a donné un article de journal avec des informations sur un refuge pour les femmes en situation de violence. Alice, personne ne mérite de vivre comme ça. Tu peux partir, tu peux recommencer. Ah non? Jay cachait le papier à l'intérieur de ma Bible, le seul endroit que Walter ne toucherait pas. Pendant des semaines, Jay regardait ce numéro de téléphone, imaginant une vie différente. Mais ensuite, je pensais, où irais-je? J'avais plus de 40 ans, je n'avais jamais travaillé, je n'avais pas mon propre argent, pas d'éducation, et mes fils, ils se retourneraient contre moi. Jen était sûre. Ils étaient tellement modelés par leur père qu'ils me verraient comme une traîtresse. Un jour, Walter a trouvé l'article. Je ne sais pas comment, être maté, il vit regarder trop souvent la Bible. Il n'a rien dit, a juste souri d'une manière qui m'a glacé jusqu'à l'os. 3 jours plus tard, j'ai appris que Patricia avait été mutée dans une autre ville à la hâte. Je n'ai jamais su ce qu'il avait fait ou dit, mais je connaissais ce sourire. C'était le même que celui qu'il avait quand il résolvait des problèmes au travail. Les années ont passé comme un brouillard gris. Jacques a épousé Jeanne, une fille timide de l'église, en 1997. J'ai vu dans ses yeux la même peur que j'avais portée dans les miens pendant des décennies. J'ai voulu la prévenir, dire quelque chose, mais les mots sont restés coincés dans ma gorge. Quel droit avais-je de parler alors que je ne pouvais même pas me sauver moi-même? Michel a rencontré Léa en 1999, une femme un peu plus âgée que lui, veuve avec une petite fille. Walter n'a pas approuvé. Une femme divorcée ne vaut rien. Mais pour la première fois, Michel lui a tenu tête. C'était la seule fois où j'ai vu un de mes fils être en désaccord avec son père. J'ai pensé qu'il y avait peu, être de l'espoir pour lui. Comme j'avais tort. Peu après le mariage, les commentaires ont commencé. Elle parle trop. Jay, besoin de lui apprendre à respecter un homme. Mon cœur s'est serré en entendant cela. Daniel, le plus jeune, est resté célibataire plus longtemps. Calme, observateur, il semblait le moins agressif des trois. C'est peut être pour cela que Walter s'en prenait le plus à lui, le traitant de tendre et de faible. Quand il a finalement présenté sa petite amie, Sophie, en 2002, c'était comme s'il voulait prouver quelque chose à son père. Elle connaît sa place, papa. Je te garantis qu'elle ne sera pas un problème comme les autres. En 2004, pour le 66e anniversaire de Walter, j'ai eu une étrange prémonition. Il semblait plus irritable que d'habitude, se plaignant de douleurs à la poitrine, de picotements dans le bras. Le médecin lui avait recommandé moins de sel, moins de gras, pas d'alcool. Mais Walter était Walter. Personne ne lui disait ce qu'il pouvait ou ne pouvait pas faire. Je mangerai ce que je veux, je boirai ce que je veux, je ne vais pas finir comme ces vieillards dans une maison de retraite à manger de la bouillie. C'était un dimanche matin de janvier 2005. Walter s'est réveillé, s'est plein de douleurs à la poitrine, m'a maudite parce que le café était trop léger et s'est effondré au milieu de la cuisine. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, comme s'il ne pouvait pas croire qu'une chose pareille puisse lui arriver. Jay appelait l'ambulance, criait après les garçons, fait tout ce que j'étais censé faire, mais quand les secouristes sont arrivés, il était trop tard. Crise cardiaque massive, ont-ils dit. À la veillée funèbre, je me suis tenue à côté du cercueil, comme le protocole l'exigeait. Les gens venaient présenter leurs condoléances, dire à quel point Walter était un homme bon, travailleur, dévoué à sa famille. Jay hochait la tête, les yeux secs. Je ne pouvais pas pleurer. À l'intérieur de moi, une petite flamme d'espoir commençait à s'allumer. À 52 ans, pour la première fois de ma vie d'adulte, j'étais libre. Une bouffée de liberté après presque 40 ans d'étouffement.
Vous pouvez imaginer l'espoir fragile qui commençait à fleurir dans le cœur d'Alice. Mais comme nous le savons depuis le début de son histoire, le cauchemar était loin d'être terminé. Il était juste sur le point de changer de forme. Pendant quelques semaines, j'ai respiré un air que je n'avais pas goûté depuis près de 40 ans. L'air de la possibilité. J'ai commencé à faire de petits projets dans le silence de mon esprit. Je peindrais les murs de la chambre d'un jaune doux, la couleur des jonquilles. Je remplacerais les rideaux lourds et sombres que Walter avait choisis par quelque chose de léger et de transparent pour laisser entrer le soleil du matin. J'ai même imaginé réorganiser les meubles du salon, un simple acte de propriété qui ne m'avait jamais été permis. Il ne s'agissait pas d'une grande rébellion. C'était la joie tranquille de faire un espace mien, d'être enfin la maîtresse de mon propre petit monde. Cet espoir fragile ressemblait à une petite pousse se frayant un chemin à travers une terre craquelée et sèche. C'était un rêve fou, magnifique, que je tenais près de mon cœur. J'ignorais que le cauchemar était juste en train de changer de forme. Après l'enterrement, lorsque nous sommes rentrés à la maison, mes 3 fils, Jacques, 35 ans, Michel, 33 ans, et Daniel, 30 ans, m'ont appelé pour une discussion dans le salon. Ils se sont assis aux mêmes endroits qu'il occupait du vivant de leur père, comme si son fantôme présidait encore à la réunion de famille. « Maman !» commença Jacques avec la même expression sérieuse que son père. « Maintenant que papa est parti, nous devons prendre soin de toi. Il nous a laissé cette responsabilité. » Jay hochait la tête, ne comprenant pas le poids de ces mots. Je pensais qu'il voulait dire aider financièrement, être là pour moi. Je n'imaginais pas ce qui allait suivre. « Tu continueras à vivre ici, continua-t-il, mais certaines choses vont changer. Chacun de nous prendra en charge une partie des dépenses du ménage et en retour, tu t'occuperas de tout comme tu l'as toujours fait. » « Et pas de sortie seule, ajouta Michel. Une femme sans mari est une cible facile. Papa n'aimerait pas te voir donner matière à bavarder aux gens. » Daniel se contenta de regarder, silencieux comme toujours, mais hochant la tête à chaque mot de son frère. C'était comme si Walter s'était dédoublé en 3 et était toujours là, contrôlant ma vie. Le matin après l'enterrement, je me suis réveillée avec un sentiment étrange, un mélange de chagrin pour la perte. Après tout, cela faisait presque 40 ans ensemble et un aperçu de la possibilité d'une vie différente. Jay pensait à peu être peindre la chambre d'une couleur plus claire, réorganiser les meubles, planter des fleurs différentes dans le jardin, de petits changements qui auraient été impossibles avec Walter, mais j'ai vite réalisé que les chaînes avaient seulement changé de main. Mes fils se relayaient pour me tenir compagnie, ou plutôt pour me surveiller. Quand j'ai suggéré de changer la couleur des rideaux du salon, Jacques a froncé les sourcils. « Papa a choisi cette couleur. Pourquoi la changer maintenant ?» Les semaines qui ont suivi l'enterrement ont été une période d'adaptation. Les garçons, maintenant des hommes adultes, mais toujours des garçons pour moi, ont pris le contrôle de tout. Jacques s'occupait des finances, Michel, des affaires domestiques, des réparations, des impôts. Et Daniel était chargé de m'accompagner lors des sorties nécessaires, l'épicerie, la pharmacie, le médecin. Jamais seul, jamais libre de choisir quoi porter et quoi regarder à la télévision, à quelle heure se coucher. L'ombre de Walter planait sur nous, guidant chaque décision, chaque règle, chaque interdiction. La fête des mères de 2005 est arrivée, seulement 4 mois après la mort de Walter. C'était la première sans lui. Et j'avoue que j'ai senti un petit frisson dans mon ventre, pensant que juste peut être, cela pourrait être un jour différent. Les semaines précédentes, j'ai remarqué mes fils chuchoter entre eux, échangeant des regards entendus. Naïvement, j'ai pensé qu'ils préparaient une agréable surprise pour moi. Ce dimanche matin, je me suis réveillée tôt, comme d'habitude, pour faire le café. Jacques avait insisté pour que tout le monde déjeune à notre maison, y compris leurs épouses et leurs enfants. Je me suis assurée de préparer un déjeuner spécial, poulet rôti aux pommes de terre et une tarte tatin, la recette que ma mère m'avait apprise. Pendant que je cuisinais, je rêvassais. Peut-être que mes fils me donneraient des fleurs. Peut-être que les petits-enfants avaient fait des cartes colorées à l'école. Après le déjeuner,
Lorsque nous avons fini de débarrasser la vaisselle, Jacques a demandé à tout le monde de se rassembler dans le salon. Les enfants ont été envoyés jouer dans le jardin. Leurs épouses se sont assises tranquillement dans un coin, comme si elles savaient déjà ce qui allait arriver. Mes 3 fils se tenaient côte à côte face à moi, avec une expression qui m'a immédiatement rappelé Walter. « Maman », commença Jacques. « Aujourd'hui est un jour spécial, la première fête des mères depuis le décès de papa. » Jay hochait la tête, une boule se formant dans ma gorge. Il y avait quelque chose dans son ton qui n'allait pas. « Nous avons beaucoup parlé, tous les 3, continua-t-il, de la façon d'honorer la mémoire de papa et de maintenir les traditions de notre famille. » Michel a fait un pas en avant. « Tu sais, papa était un homme de principe. Il nous a appris qu'une maison a besoin d'ordre, de discipline. » Daniel, habituellement le plus silencieux, compléta, et il nous a appris que cette discipline devait être renforcée de temps en temps. C'est à cet instant que j'ai compris. Mon cœur s'est mis à battre si vite que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Mes mains ont commencé à trembler, et j'ai senti un goût amer dans ma bouche. « Nous avons un cadeau spécial pour toi, » annonça Jacques, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, exactement comme papa l'aimait. Ce qui s'est passé ensuite a été comme un cauchemar au ralenti. Jacques s'est approché et m'a giflé au visage. Pas assez fort pour laisser une marque, mais assez pour brûler ma peau et mon âme. Ça, c'est pour avoir mis trop de sel dans le plat aujourd'hui. Michel est venu ensuite, et ça, c'est pour avoir parlé à cette nouvelle voisine sans notre permission. Une autre claque, plus forte cette fois. Daniel a hésité une brève seconde. Jay vit quelque chose dans ses yeux. Peut être le doute. Mais il s'est vite ressaisi et a complété le rituel. Et ça, c'est pour te rappeler que tu as toujours besoin d'une correction, même sans papa ici. Une poussée qui m'a fait tomber en arrière sur le canapé. La douleur physique n'était rien comparée à la douleur de cette trahison ultime. À cet instant, l'héritage de Walter était cimenté, se perpétuant à travers les fils mêmes qu'elle avait élevés. Comment une personne continue-t-elle, elle, après une révélation comme celle-là? J'étais paralysée, les larmes coulant silencieusement sur mon visage, pas à cause de la douleur physique, qui n'était rien comparée à ce que j'avais enduré aux mains de Walter. C'était la douleur de la compréhension totale et dévastatrice. Pouvez-vous l'imaginer? La vraie douleur. Cesse de réaliser que les graines que vous avez plantées et nourries ont poussé pour devenir l'arbre empoisonné qui a empoisonné toute votre vie. La violence n'est pas morte avec Walter. Elle a survécu dans ma propre chair et mon sang. Mes fils que j'avais portés dans mon ventre, allaités et élevés avec tout l'amour que je pouvais donner malgré les circonstances, étaient devenus des extensions de leur père. L'abus allait continuer à travers eux. Cela se reproduira à chaque fête des mères, expliqua Jacques, comme s'il expliquait une règle simple à un enfant. C'est notre façon d'honorer papa et de nous assurer que tu restes sur le droit chemin. Jay regardait mes belles-filles. Jeanne, l'épouse de Jacques, gardait les yeux baissés, ses mains serrant nerveusement le tissu de sa jupe. Léa, l'épouse de Michel, se mordait la lèvre inférieure, une seule larme coulant sur son visage. Sophie, la plus jeune, mariée à Daniel, semblait sous le choc, son visage pâle comme du papier. Cette nuit-là, enfermée dans ma chambre, j'ai pleuré jusqu'à ce qu'il ne reste plus de larmes. Pas pour ce qui s'était passé, j'étais habituée à bien pire, mais pour la prise de conscience qu'il n'y aurait jamais d'échappatoire. Le cycle continuerait année après année, fête des mères après fête des mères, jusqu'à ce que je meure ou qu'ils s'en lassent. Dans les mois qui ont suivi, j'ai vu des changements subtils dans le comportement de mes fils avec leurs épouses. Le même contrôle, les mêmes corrections, les mêmes humiliations que Walter m'avait infligées. C'était comme regarder un film que je connaissais déjà plan par plan, incapable de changer le scénario. La fête des mères de 2006 a répété le rituel. Et 2007 aussi. C'est devenu une tradition macabre, un horrible secret que nous partagions en famille. Mes petits-enfants grandissaient, regardant, apprenant, tout comme mes fils avaient appris de leur père. C'est en octobre 2007 que Daniel est rentré avec la nouvelle.
Sophie est enceinte, tout le monde a célébré, surtout lorsque l'échographie a révélé que ce serait une fille, la première de la famille après tant de garçons. Jay vit la façon dont mon fils regardait le ventre de sa femme, un mélange de fierté et de quelque chose d'autre, de la possessivité. « Je vais bien l'élever », commenta-t-il lors d'un dîner. « Pas de ces bêtises de femme moderne et indépendante. Elle sera une jeune femme respectable. » Quelque chose s'est réveillé en moi à cet instant. Une étincelle que je pensais éteinte depuis des décennies. Une fille, ma petite fille, destinée à répéter mon histoire, à vivre sous le même joug que j'avais vécu. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve vif de ma mère. Elle se tenait dans la cuisine de notre vieille maison à Chêneville, pétrissant le pain. Elle m'a regardée et a dit avec une clarté qu'elle n'avait jamais eue dans la vie. « Alice, tu as laissé cela arriver. Maintenant vas-tu laisser cela arriver à ta petite fille aussi ?» Les mots de ma mère dans ce rêve ont été comme un éclair qui m'a réveillée. Pendant tant d'années, tout ce que j'avais connu était la peur pour moi-même. Mais penser à la petite Sophie, une âme innocente sur le point d'entrer dans le même enfer? Non, je ne pouvais pas laisser cela se produire. Pour la première fois, ma colère est enfin devenue plus forte que ma peur. Et voilà, l'étincelle qui change tout. Après une vie de peur, un nouveau sentiment prend racine, une colère protectrice, non pas pour elle-même, mais pour l'enfant innocent, sur le point d'entrer dans la même prison. C'est le moment où Alice a commencé à forger une arme à partir de sa douleur. Je me suis réveillée, trempée de sueur, mon cœur battant la chamade. Pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai ressenti quelque chose au-delà de la peur et de la résignation. Jay ressentit de la colère, une colère profonde, viscérale, qui brûlait en moi. Pas pour moi. Il était trop tard pour moi. Mais pour cet enfant qui n'était pas encore né, pour mes belles-filles qui vivaient le même enfer que j'avais vécu, le lendemain, j'ai commencé à observer Sophie de plus près. J'ai remarqué les regards craintifs qu'elle jetait à Daniel lorsqu'il élevait la voix. La façon dont elle sursautait lorsqu'il faisait un mouvement brusque. Jay commençait à trouver des moyens d'être seul avec elle, proposant d'aider avec le trousseau de bébé, de l'accompagner chez le médecin. Un après-midi, alors que nous cousions ensemble de minuscules vêtements pour le bébé, j'ai pris mon courage à deux mains. « Sophie, ma chérie, est-ce qu'il te fait du mal ?» Elle cesse figée, l'aiguille suspendue en l'air, ses yeux écarquillés par la peur. Après un long silence, une seule larme a coulé sur son visage. Elle n'a pas eu besoin de dire quoi que ce soit. « Depuis combien de temps ?»« Depuis la première année de mariage, a-t-elle murmuré. Au début, c'était juste des cris, puis des bousculades. Maintenant, sa voix s'est éteinte. Jay prit ses mains dans les miennes, remarquant les petites marques familières sur ses poignets. « Tu sais que ce n'est pas ta faute, n'est-ce pas ?» Elle a éclaté en sanglots silencieux. Il dit que je le provoque, que je ne sais pas être une bonne épouse. Maintenant, avec le bébé qui arrive, j'ai tellement peur. À cet instant, quelque chose cesse de briser et cesse de reconnecter en moi. Une détermination que je n'avais pas ressentie depuis ma jeunesse, avant que Walter ne détruise ma volonté. Cela ne peut pas continuer, Sophie. Pas avec toi. Pas avec le bébé. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à faire de petites choses. Jay réussit à cacher un petit carnet où Jay notait les dates, les heures, les détails de chaque incident dont j'étais témoin ou dont j'entendais parler. Quand j'étais seule, j'écoutais en secret des émissions de radio qui parlaient de violences domestiques, notant les numéros de téléphone, les noms d'organisations. L'Internet, que mes fils ne m'autorisaient à utiliser que pour les recettes et les sujets appropriés, est devenu mon allié secret. Jay a pris à effacer l'historique de navigation après avoir cherché des refuges pour femmes, les droits légaux, comment échapper aux relations abusives. Chaque jour, je recueillais plus d'informations, plus de courage. Sophie n'était pas la seule. Grâce à des conversations prudentes, j'ai découvert que Jeanne et Léa vivaient des situations similaires. 3 femmes, 3 histoires identiques à la mienne, et bientôt une petite fille entrerait dans ce cycle pervers. Quelques jours avant le déjeuner prévu, j'ai trouvé Sophie berçant la petite Sophie dans la nurserie. Je me suis assise à côté d'elle,
mes mains serrant le carnet où je documentais leur vie. Ils ont accepté le déjeuner, ai-je chuchoté. Ses yeux se sont écarquillés de peur. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dire la vérité, dis-je, ma voix à peine audible mais ferme. Toute la vérité. Elle a commencé à trembler. Ils vont te détruire, Alice. Ils diront que tu es folle. Jay posait ma main sur la sienne. Il le pourrait, ai-je admis. Mais Sophie, regarde cette petite fille. Si nous restons silencieuses, nous les aidons à construire sa prison. Je ne peux pas faire ça. Je ne le ferai pas. Je ne te demande pas de parler, juste de savoir que tu es la raison pour laquelle je trouve enfin ma voix. Pour la première fois, Alice n'est plus seulement en train de survivre. Elle est en train de planifier. Elle devient une protectrice. Cette conversation tranquille est le début d'une rébellion en gestation depuis des décennies. Et tout cela mène à une confrontation explosive le jour de la fête des mères. En avril 2008, Sophie a donné naissance à une petite fille en bonne santé qu'ils ont nommée Sophie. Lorsque j'ai tenu cette petite créature dans mes bras pour la première fois, j'ai fait une promesse silencieuse. Tu ne vivras pas comme j'ai vécu. Tu seras libre. La fête des mères de 2008 approchait, et avec elle le terrible rituel que mes fils avaient établi. Mais cette fois, j'avais un plan. Un plan dangereux qui pouvait soit détruire ma famille, soit la sauver. 3 semaines avant ce dimanche redouté, mon plan a commencé à prendre forme. C'était un plan terrifiant, audacieux, né de décennies d'observations silencieuses. Je connaissais mes fils, leur arrogance était leur faiblesse. Ils croyaient que leur pouvoir était absolu entre les murs de notre maison. Jay donc dut faire entrer le monde extérieur. Jay commençait à planter la graine avec une innocence calculée. « Jacques, dis-je un soir, ma voix légère. Je pensais, maintenant que nous avons tant de mères dans la famille, ne devrions-nous pas organiser une grande fête pour la fête des mères, inviter les parents de Jeanne, et ceux de Léa, et ceux de Sophie. Une vraie réunion de famille. Il fut immédiatement méfiant. Nos traditions sont privées, maman. Mais j'ai persisté exploitant leur propre vanité. Bien sûr, mon chéri, mais pense à l'effet que cela fera. Un témoignage de la famille forte que Walter a construite. Nous tous ensemble. Cela rendrait ton père fier. Jay présentait cela non pas comme mon désir, mais comme une extension de l'héritage de leur père. C'était un langage qu'ils comprenaient. Après des jours de ma persistance douce et stratégique, ils ont accepté. Ils y voyaient une représentation, une façon d'afficher leur famille parfaite au monde, ne se doutant jamais que la femme qu'ils considéraient comme un meuble était sur le point de mettre le feu à la scène. Le matin de la fête des mères, je me suis réveillée avec le cœur battant. Jay passait des heures dans la cuisine à préparer le repas le plus élaboré que j'ai jamais fait. Jay mit la table avec la nappe brodée que je gardais pour les grandes occasions. Jay plaçait des fleurs dans des vases partout dans la maison. Quand la famille a commencé à arriver, les Dubois, les parents de Jeanne, les Leroy, les parents de Léa et les Bernard, les parents de Sophie, plus quelques tantes et oncles, j'ai remarqué le malaise sur les visages de mes fils. Ils n'étaient pas habitués à avoir tant d'étrangers dans notre maison, à être témoins de nos interactions. Le déjeuner s'est déroulé avec une tension mal déguisée. Mes fils étaient polis mais froids. Leurs épouses étaient nerveuses, jetant des regards appréhensifs sur moi, sur eux, sur leurs propres parents. Jay maintenu un sourire placide, servant la nourriture, engageant de petites conversations. Lorsque le dessert a été servi, une crème brûlée parfaite sans une seule bulle, Jacques Ceste éclaircit la gorge. « Eh bien, je pense qu'il est temps pour les cadeaux, n'est-ce pas ?» C'était le moment que j'attendais depuis des années sans le savoir. Je me suis levée lentement, sentant tous les yeux sur moi. Mes mains tremblaient, mais ma voix est sortie ferme lorsque j'ai commencé à parler. « Oui, Jacques, il est temps pour les cadeaux. Mais cette année, j'ai un cadeau pour vous d'abord. » La pièce est tombée dans un silence absolu. On pouvait entendre le tic-tac de l'horloge murale, un cadeau que Walter avait reçu de ses collègues pour son 25e anniversaire de travail. Jay prit une profonde inspiration, sentant une étrange chaleur dans ma poitrine. Ce n'était pas la peur, c'était la détermination. Je veux vous raconter une histoire, à vous tous. Une histoire de famille qui a commencé il y a longtemps,
lorsque j'ai épousé Walter Thomas. Mes fils ont échangé des regards mal à l'aise. Jacques a fait un mouvement pour m'interrompre, mais j'ai levé la main dans un geste qui a surpris tout le monde, y compris moi-même. Non, mon fils, aujourd'hui, vous allez tous m'écouter. Quel moment puissant. Après des décennies de silence forcé, une voix émerge, ferme et déterminée. La scène est prête. L'audience est captive et Alice est sur le point de faire exploser une bombe de vérité qui va soit tout les sauver, soit tout détruire. Voyons ce qui se passe ensuite. Et j'ai commencé à raconter, avec un calme que j'ignorais posséder, l'histoire de mon mariage, les premiers signes de contrôle, les premières claques, les premières humiliations, comment Walter m'a isolé de ma famille, de mes amis, de quiconque aurait pu m'aider, comment il a utilisé ses enfants, nos enfants, comme témoins, puis comme complices de la violence. Walter m'a cassé le bras en 1983 parce que Daniel a eu une mauvaise note à l'école. Vous vous en souvenez, les garçons? Vous aviez 13, 11 et 8 ans. Vous avez vu votre père me jeter contre le mur, puis me traîner à l'hôpital où il a dit au médecin que j'étais tombée dans les escaliers. Les visages des invités affichaient une aurore croissante. Les parents de Sophie, monsieur et madame Bernard, me regardaient avec des yeux écarquillés. La mère de Jeanne, madame Dubois, apportait les mains à sa bouche. Jay continuait, gardant ma voix stable. Lorsque Walter est mort, Jay pensait que j'aurais enfin la paix, mais mes fils ont décidé de continuer l'héritage de leur père. Savez-vous ce qui s'est passé la fête des mères après sa mort? Jay regardait directement chacun de mes fils en décrivant sans épargner les détails le rituel qu'ils avaient créé. Les claques, les poussées, les humiliations, toutes justifiées comme un moyen d'honorer la mémoire de papa et de maintenir la discipline dans la maison. Et ce n'est pas seulement avec moi. Regardez vos épouses. Regardez-les. Vraiment? C'est à ce moment que Jacques cesse de lever le visage rouge de fureur. Maman, ça suffit. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu es confuse. Tu mélanges les choses. Confuse? Alors dis-moi, Jeanne, ce qui s'est passé la semaine dernière quand tu as brûlé la chemise de Jacques? Cette marque sur ton bras était un accident, elle aussi? Jeanne est devenue pâle, ses yeux remplis de larmes. Son père, monsieur Dubois, cesse de tourner lentement vers son gendre, une question silencieuse dans les yeux. Et toi, Léa, tu veux raconter à tes parents pourquoi tu as dû inventer une chute dans les escaliers le mois dernier? Ou toi, Sophie, tu veux expliquer pourquoi tu as peur de parler quand Daniel élève la voix? Le silence dans la pièce était dense, suffocant. Puis, à ma surprise, ce fut Sophie qui parla la première, sa voix tremblante mais déterminée. C'est vrai. Tout ce que madame Martin dit est vrai. Son père, monsieur Bernard, a sauté sur ses pieds. « Que se passe-t-il ici, Daniel? Tu as frappé ma fille ?» Mon plus jeune fils, toujours le plus silencieux, a simplement baissé la tête. Il n'a pas nié. Il ne pouvait pas le nier. C'était comme si un barrage avait cédé. Jeanne a commencé à pleurer ouvertement. Léa, toujours la plus forte des trois, a regardé ses parents et a confirmé d'un hochement de tête. Michel m'a poussé dans les escaliers parce que j'étais en désaccord avec lui devant un client. Le chaos a éclaté dans la pièce. Cris, accusations, dénégations. Mes fils ont essayé de justifier, de minimiser, comme ils l'avaient toujours fait. Vous ne comprenez pas, c'est comme ça que nous avons été élevés. Papa disait toujours. Mais cette fois, il y avait des témoins, des étrangers, des gens qui n'acceptaient pas cela comme normal, comme inévitable. Monsieur Leroy, le père de Léa, un homme normalement calme, était livide de rage. « Ma fille a quitté ma maison pour ça, pour être traitée comme un animal? Léa, fais tes affaires. Toi et les enfants, vous rentrez à la maison tout de suite. » Monsieur Dubois, le père de Jeanne, a attrapé son gendre par la chemise. « Si jamais tu oses poser la main sur ma fille à nouveau, Monsieur Bernard, le père de Sophie, s'est simplement dirigé vers sa fille, a pris la petite Sophie dans ses bras et a dit « Rentrons à la maison, ma chérie. Cela se termine aujourd'hui. » Mes fils regardaient, incrédules, comme s'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Toute leur vie, on leur avait appris que ce qu'ils faisaient était normal, était juste, était le rôle de l'homme. Maintenant, ils étaient confrontés au jugement du monde extérieur. La maison est soudainement devenue terrifiante de silence. Mes chers amis, tout avait volé en éclats. Je n'ai ressenti aucun triomphe,
juste un vaste vide. J'avais détruit ce que nous appelions notre famille, mais c'était la seule façon de sauver les femmes et les enfants. Je ne savais pas ce que l'avenir me réservait, mais pour la première fois, je savais qu'il serait différent. Cet après-midi-là a été le début de la fin du cycle de violence dans notre famille. Les belles filles avec leurs enfants sont rentrées chez leurs parents, des procédures de séparation ont été engagées, mes fils, pour la première fois de leur vie, ont fait face à de vraies conséquences pour leurs actes. Jacques a perdu son emploi dans l'entreprise de construction lorsque son beau-père, qui était l'un des associés, a révélé la situation. Michel a été confronté à une accusation de coups et blessures, mais l'affaire a finalement été classée sans suite. Le procureur n'a pas pu aller de l'avant car Léa, pensant aux enfants, était réticente à témoigner contre lui. Daniel peut être le moins endurci des trois, a été le seul à chercher de l'aide. Il a commencé à fréquenter un groupe de soutien pour les hommes violents, encouragé par son beau-père, qui, malgré tout, n'a pas renoncé à lui. Quant à moi, je ne pouvais plus rester dans cette maison avec mes fils. Dans les semaines qui ont suivi la confrontation, j'ai reçu des appels menaçants, des visites surprises, des tentatives pour me faire rétracter ce que j'avais dit. « Tu as détruit notre famille, m'accusait-il. Comment as-tu pu nous faire ça ? C'est Madame Bernard, la mère de Sophie, qui m'a tendu la main ? Alice, tu as sauvé ma fille et ma petite-fille. Notre maison test ouverte aussi longtemps que tu en auras besoin. » Et ainsi, à 55 ans, j'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison où j'avais vécu pendant plus de 2 décennies. Jay emménageait chez les parents de Sophie à Orly, une ville tranquille juste à l'extérieur de Toulouse. Là, pour la première fois depuis l'âge de 15 ans, j'ai expérimenté ce que c'était que de vivre sans peur. Au début, c'était étrange, même déconcertant, de ne pas avoir à demander la permission pour sortir, pour regarder la télévision, pour utiliser le téléphone, de pouvoir choisir les vêtements que je voulais porter, l'heure à laquelle je me couchais et me réveillais. De petites libertés que beaucoup tiennent pour acquises, mais qui pour moi étaient des révolutions quotidiennes. Sophie était là aussi, avec la petite Sophie. Lentement, nous avons commencé à guérir ensemble. Elle, si jeune, avait une chance de recommencer. Moi, déjà d'âge mûr, j'avais l'impression d'apprendre à vivre pour la première fois. J'ai trouvé un emploi dans un petit magasin d'artisanat. J'ai toujours été doué de mes mains. Couture, crochet, broderie, des compétences que Walter avait méprisées comme des passe-temps de femme oisive. Maintenant, ces mêmes compétences me rapportaient un petit salaire, le premier argent que j'avais jamais gagné grâce à mon propre effort. Les parents de Sophie étaient des gens bons, simples, qui me traitaient avec un respect que je n'avais jamais connu dans un foyer. Monsieur Bernard en particulier semblait déterminé à me montrer que tous les hommes n'étaient pas comme Walter ou mes fils. « Madame Martin, vous n'avez pas à me servir en premier à table. Dans cette maison, tout le monde est égal. » De petites leçons de dignité que j'absorbais jour après jour. Lentement, j'ai commencé à me reconstruire en tant que personne, à découvrir qui était Alice sans les chaînes de la peur. Le contact avec mes fils était rare pendant cette première année. Les tentatives de réconciliation se terminaient toujours par des accusations, des menaces voilées. Jusqu'au jour où, à ma surprise, Daniel est apparu seul à la porte de ses beaux-parents. « Maman, dit-il, les yeux baissés, je suis en thérapie. J'essaye de comprendre ce qui nous est arrivé, à nous tous. » C'était le début d'un long voyage. Daniel a été le premier à vraiment reconnaître le mal que nous avions vécu, le mal qu'il avait perpétué. Grâce à lui, avec beaucoup de temps et de patience, j'ai commencé à reconstruire une relation avec Michel également. Jacques l'aîné, le plus semblable à son père, a été le dernier. Et à ce jour, notre relation reste distante, formelle. Daniel et Sophie ont tenté une réconciliation, mais avec des conditions strictes fixées par ses parents. Ils devaient continuer la thérapie, fréquenter le groupe de soutien et démontrer de réels changements de comportement. Ce fut un processus lent, avec des hauts et des bas, mais il a finalement porté ses fruits. En 2010, à l'âge de 57 ans, j'ai décidé qu'il était temps d'avoir mon propre espace. Avec l'argent que j'avais économisé grâce à mon travail au magasin d'artisanat,
Plus un peu d'aide de monsieur et madame Bernard, j'ai réussi à acheter une simple petite maison à Nice, une nouvelle ville où personne ne me connaissait, où je pouvais recommencer sans le poids du passé. Ma maison était petite, 2 chambres, un salon, une cuisine et un petit jardin derrière, mais elle était à moi. J'ai peint les murs de la couleur que je voulais. J'ai arrangé les meubles comme il me plaisait. Et j'ai planté les fleurs dont j'avais toujours rêvé. Pour la première fois de ma vie, j'ai créé un espace qui reflétait qui j'étais, non pas ce que quelqu'un m'avait forcé à être. Le jardin d'herbes médicinales a commencé presque par accident. Un voisin m'a donné des plants de menthe et de romarin. Un autre a apporté du basilic et de l'origan. Je me suis souvenu de la connaissance de ma grand-mère, des plantes qu'elle cultivait à Chenneville. Progressivement, j'ai transformé ce petit espace en un jardin de guérison pour moi et pour les autres. La nouvelle ceste vite répandue dans le quartier. Madame Martin a un remède pour tout. Jay commençait à recevoir des visites de personnes cherchant un soulagement pour de petits maux. Maux de tête, insomnie, problèmes digestifs. Je préparais les tisanes, les infusions et les cataplasmes, toujours accompagnés d'une bonne conversation. Et c'est ainsi que, sans m'en rendre compte, j'ai créé une nouvelle famille, non de sang, mais de choix. Des femmes du quartier qui se rassemblaient dans ma cuisine, partageant des histoires, se soutenant mutuellement, certaines fuyant des situations similaires à celles que j'avais vécues. D'autres cherchant simplement un espace où elles pouvaient être entendues, respectées. Sophie et la petite Sophie venaient me rendre visite régulièrement. Ma petite fille grandissait, forte, intelligente, pleine d'opinions et de rêves, tout ce que je n'avais jamais pu être à son âge. Daniel venait avec elle, parfois un homme différent de celui que mon mari avait élevé. La thérapie l'a aidé à briser le cycle, à reconnaître les schémas toxiques qu'il avait appris depuis l'enfance. Michel a fini par trouver son chemin aussi. Après le divorce, il a traversé une période difficile, mais le choc de perdre sa famille l'a forcé à remettre en question tout ce qu'il croyait. Aujourd'hui, il entretient une relation cordiale avec Léa. Il rend visite à ses enfants régulièrement et a même commencé une nouvelle relation. Cette fois, j'espère, basée sur le respect mutuel. Jacques a été le seul à n'avoir jamais vraiment changé. Il a perdu Jeanne, son emploi, le respect de la communauté. Il est devenu amer, isolé, blâmant tout le monde sauf lui-même pour la destruction de sa vie. Jay toujours l'espoir qu'un jour il verra la vérité. Mais je sais que certaines personnes ne peuvent jamais complètement rompre avec le passé. Quant à moi, j'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour se réinventer. À 60 ans, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé possible. Je suis retournée à l'école. Jay a obtenu mon équivalence de lycée grâce au programme du brevet d'études professionnelles. L'année suivante, je me suis inscrite à mes premiers cours à l'université locale. C'était difficile, bien sûr, après tant de décennies loin des bancs de l'école, mais chaque petite réussite était un trophée contre tout ce qu'ils avaient essayé de me prendre. Aujourd'hui, à 72 ans, je regarde le chemin parcouru, de la fille naïve de Chenneville à la femme brisée de Clermont-Ferrand et Toulouse, pour finalement devenir la personne que je suis aujourd'hui à Nice, une survivante, une femme qui a trouvé sa voie après des décennies de silence forcé. Le jardin d'herbes continue de croître, tout comme moi. Chaque nouvelle plante qui pousse est un rappel que la vie trouve toujours un chemin, même dans les sols les plus arides, même après les tempêtes les plus dévastatrices. Et cette fille pour qui je me suis battue, ma petite fille Sophie, a maintenant 10 à 7 ans. Intelligente, déterminée, avec des projets d'étudier le droit pour défendre les femmes comme vous et maman, grand-mère. Quand je l'entends parler ainsi, je sais que tout en valait la peine, que le cycle est brisé, que l'avenir sera différent. Ici à Nice, ma vie est faite de petites joies. Je me réveille tôt avec le premier rayon de soleil, une habitude que je n'ai jamais perdue de mes jours d'enfance à Chenneville. J'ouvre les fenêtres, prends une profonde bouffée d'air frais du matin et rends grâce pour un autre jour de liberté. Ma maison est simple mais accueillante. Sur les murs du salon, des tableaux que j'ai brodés moi-même, paysages, fleurs, oiseaux colorés. Sur l'étagère à livres, les ouvrages que j'ai accumulés au fil des ans après avoir redécouvert le plaisir de la lecture. La cuisine est le cœur de la maison. Avec des herbes séchant en bouquets suspendus au plafond,
des bocaux en verre soigneusement étiquetés, la table en bois où j'accueille amis et voisins. Ma routine a le doux goût du choix. Je choisis de me réveiller tôt pour m'occuper du jardin aux heures les plus fraîches. Je choisis ce que je vais prendre pour le petit déjeuner, ce que je vais porter, où je vais aller. De petites décisions que beaucoup prennent sans réfléchir, mais qui pour moi représentent des victoires quotidiennes contre un passé d'imposition. 3 fois par semaine, je vais au groupe de seniors au centre communautaire. Là, je fais de l'aquagym. Je participe à des ateliers d'artisanat. Je joue au domino avec Béatrice et Monsieur Pierre. Ce sont des amitiés précieuses que j'ai construites au cours de mes années à Nice. Des gens qui m'ont rencontré déjà libre, qui ne portent pas le poids de connaître tout mon passé. Le mercredi, j'accueille le groupe de prière que j'ai formé avec quelques dames du quartier. Nous sommes 8 femmes, toutes avec des histoires de vie intenses, certaines similaires à la mienne. Nous prions ensemble, partageons nos soucis et nos joies, et prenons le thé avec des gâteaux faits maison. C'est un moment sacré de la semaine où nous nous fortifions mutuellement. Ma petite entreprise d'herbes médicinales a grandi lentement. Jai commençait par vendre uniquement aux voisins, puis aux connaissances d'amis. Aujourd'hui, j'ai une clientèle fidèle qui vient de divers quartiers de Nice. Je ne gagne pas beaucoup. Ma retraite, bien que modeste, est ma principale source de revenus. Mais c'est suffisant pour acheter de nouveaux livres, faire des cadeaux à mes petits-enfants et faire un voyage occasionnel pour rendre visite à Sophie à Toulouse. Daniel et Sophie se sont complètement réconciliés après des années de thérapie et de travail acharné. Il est devenu un homme différent de celui qu'il avait été élevé à être. Quand je le vois jouer avec Sophie, lui enseigner avec gentillesse, respecter ses opinions, même quand ils n'est pas d'accord, je sens qu'au moins une partie de ma lutte en valait la peine. Outre Sophie, j'ai 5 autres petits-enfants. Les fils de Michel et Léa, Walter Junior et Christophe, ont maintenant la vingtaine. Malgré le divorce de leurs parents, ils ont grandi en connaissant la valeur du respect. Michel a appris à la dure que le modèle de père qu'il connaissait n'était pas ce qu'il voulait reproduire. Aujourd'hui, il entretient une relation amicale avec Léa et sa nouvelle partenaire, Odette, est une femme forte qui n'accepterait rien de moins que l'égalité. Jacques a 2 enfants avec Jeanne, Jacob et Mia. Après le divorce, il a disparu pendant des années, ne réapparaissant que récemment dans la vie de ses enfants. Nos conversations sont toujours tendues, formelles, pleines de silence, inconfortables, mais au moins, maintenant, nous parlons. C'est un début, bien que tardif. La technologie qui m'était autrefois refusée est maintenant une alliée. Jay a appris à utiliser un téléphone portable. Jay, ma propre tablette où je lis des livres, regarde des vidéos de recettes et surtout, reste en contact avec ma famille et mes amis. Je fais des appels vidéo avec mes petits-enfants. Je participe à des groupes de discussion avec mes amis du centre communautaire. Je suis des pages sur la culture des herbes et des plantes médicinales. Mon jardin reste ma plus grande joie. Ces dernières années, je l'ai également agrandi pour y inclure des fleurs ornementales. Les orchidées sont mes préférées. Elles exigent de la patience, des soins constants, mais vous récompensent avec des fleurs d'une beauté extraordinaire. Comme la vie, je pense parfois que les voisins s'arrêtent pour les admirer lorsqu'elles sont en fleurs. Et j'ai toujours des plans à donner à quiconque est intéressé. Je ne garde aucune rancune du passé. Il a fallu du temps, beaucoup de temps, et beaucoup de thérapie. Mais j'ai appris que le ressentiment ne ferait que me maintenir enchaîné aux anciennes douleurs. Walter est parti depuis longtemps. Les dommages qu'il a causés demeurent comme des cicatrices sur mon âme qui me font encore mal parfois lorsque le temps change, mais elles ne définissent pas qui je suis aujourd'hui. Ma petite maison à Nice est devenue un refuge sûr, non seulement pour moi, mais pour d'autres femmes de la communauté. Il n'est pas rare de recevoir des visites de jeunes femmes amenées par des amis communs qui viennent juste pour une tasse de thé. Je reconnais dans leurs yeux la même peur que j'ai portée, les mêmes excuses répétées pour les bleus et les os cassés. Je leur offre du thé, de la compréhension, et quand elles sont prêtes, le numéro de téléphone de personnes qui peuvent vraiment aider. Le dimanche, je fréquente l'église locale, non pas la grande cathédrale du centre-ville, mais une petite chapelle du quartier. Le père David est un homme gentil qui prêche l'amour et le respect mutuel. Après la messe, il y a toujours un café communautaire où les gens bavardent,
partage des nouvelles et renforce les liens qui nous unissent en tant que communauté. Ma vie aujourd'hui est simple mais profondément satisfaisante. Chaque décision que je prends, chaque moment de tranquillité, chaque nuit de sommeil sans cauchemar est une victoire sur le passé. Je vis seule, mais je ne me sens jamais seule. Ma maison est toujours ouverte à quiconque a besoin d'une tasse de thé, d'une conversation, d'une épaule sur laquelle pleurer. Parfois, je m'assois dans mon fauteuil à bascule sur le porche, regardant le jardin que j'ai créé de mes propres mains, et je pense au long voyage qui m'a amené ici. De la fille effrayée de Chenneville à la femme brisée de Clermont-Ferrand et Toulouse, pour finalement devenir la personne que je suis aujourd'hui à Nice. Il y a eu tant de douleurs en chemin, tant de nuits sombres, tant de moments où j'ai pensé que je ne survivrais pas jusqu'à l'aube, mais j'ai survécu. Plus que cela, j'ai appris à vraiment vivre, à fleurir même dans la terre caillouteuse qui m'a été donnée. Et quand je vois ma petite fille Sophie avec ses rêves de droit et ses projets d'aider d'autres femmes, je sais que mon histoire ne s'arrête pas avec moi. Que chaque petit acte de courage, même tardif, peut changer non seulement une vie, mais les générations futures. Cet après-midi, Daniel a appelé pour dire qu'il venait me rendre visite le week-end prochain, amenant Sophie, qui veut me montrer les universités qu'elle recherche pour les examens d'entrée à l'université l'année prochaine. Je veux faire un gâteau au café et à la cannelle, son préféré depuis qu'elle est enfant, et peut être une tisane spéciale pour calmer l'anxiété que je sais qu'elle ressent avec ses décisions importantes. Et ainsi ma vie à Nice continue, jour après jour, saison après saison, récoltant les doux fruits que j'ai plantés après tant d'années de tempête. Ce n'est pas une vie parfaite. Aucune vie ne l'est. Mais elle est mienne. Une vie avec des larmes, avec du courage, avec la détermination d'une femme qui a un jour décidé qu'elle méritait plus que de survivre. Elle méritait de vivre. Mes chers amis, vous qui m'avez suivi jusqu'ici, écoutant patiemment l'histoire de cette vieille dame, laissez-moi partager ce que j'ai appris sur ce long chemin. Si mon histoire touche le cœur d'au moins une personne qui vit ce que j'ai vécu, cela en aura valu la peine. À vous qui êtes piégés dans une relation abusive, qui vous réveillez chaque jour dans la peur, qui cachez les marques avec du maquillage et la douleur avec des sourires forcés, je veux vous dire, vous n'êtes pas seul. Ce qui se passe n'est pas normal. Ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas votre faute. Vous méritez le respect, l'affection, la liberté. Vous méritez une vie sans peur. Je sais qu'il semble impossible de partir. Les chaînes de la peur sont plus fortes que n'importe quelle manille de fer. Où irai-je, vous demandez-vous? Comment vais-je subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants? Et s'ils me retrouvent? Ce sont les mêmes questions qui m'ont tourmenté pendant des décennies. Mais écoutez ce que je dis. Il y a une issue. Ce n'est peut être pas rapide. Ce n'est peut être pas facile. Mais elle existe. Cherchez de l'aide auprès d'un ami de confiance, d'un membre de la famille qui ne vous jugera pas, d'organisations qui existent spécifiquement pour les femmes comme nous. De petits pas, un jour à la fois. Jay apprit que survivre est une forme de résistance, mais que bien vivre est la victoire ultime. Mon histoire n'est pas définie par ce qui m'a été fait, mais par ce que Jay choisit de faire avec le temps qu'il me restait. Il m'a fallu 55 ans pour comprendre que ma voix, même tremblante, avait le pouvoir de briser les murs du silence. Votre voix a ce pouvoir, elle aussi. Aux hommes à qui l'on a enseigné que la masculinité le contrôle, mon fils Daniel a appris que la vraie force se trouve dans la gentillesse, pas dans la cruauté. Aux familles et aux voisins qui détournent le regard, ne sous-estimez pas le pouvoir d'une main tendue. Jay a attendu des décennies pour une seule. Ne laissez pas d'autres femmes attendre si longtemps. Et à vous, la femme qui se sent piégée, qui pense qu'il est trop tard, il n'est jamais trop tard pour revendiquer votre propre histoire. Votre vie n'est pas finie. Le chapitre le plus beau, celui que vous écrivez vous-même, est encore à venir. Merci d'être ici et d'avoir écouté mon histoire. Si ces mots signifient quelque chose pour vous, s'il vous plaît, prêtez-moi main forte, partagez cette vidéo immédiatement. Quelque part, il y a peu. Être une femme qui a besoin d'entendre cela, qui attend désespérément qu'une main se tende.
Juste un partage de votre part pourrait être la différence entre un autre jour perdu dans la souffrance et le premier pas sur le chemin pour revendiquer sa propre vie. N'hésitez pas, chaque jour qui passe est un jour de plus que quelqu'un doit endurer. Et si vous avez écouté jusqu'à ces derniers mots, s'il vous plaît, laissez-moi le mot liberté dans les commentaires. Un mot qu'il m'a fallu des décennies d'obscurité pour en comprendre pleinement le vrai sens. Votre petit geste aujourd'hui pourrait être le commencement pour une autre femme, quelqu'un qui souffre tout comme je l'ai fait autrefois. Merci beaucoup d'avoir écouté l'histoire sincère de cette vieille dame. Vous m'avez donné un cadeau inestimable que Walter et mes fils n'auraient jamais pu me prendre. Le pouvoir d'être entendu, la valeur de ma propre histoire de vie. Je vous en suis vraiment reconnaissant. Enfin, si cette histoire a touché votre cœur, veuillez vous abonner à cette chaîne. Chaque abonnement est une immense source de motivation, me donnant plus de force pour continuer ce voyage afin que notre histoire puisse se propager à encore plus de femmes.